INA Podcast. C'était la conférence de rédaction. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis arrivée là où je devais arriver. Le plus difficile, c'est ceux qui commencent à la pige, quoi. Le problème, c'est ça, c'est le temps long, c'est que ça prend du temps de faire des enquêtes. Le socle commun au journalisme, c'est l'honnêteté par rapport aux faits. Ma démarche, c'est de vouloir jeter des ponts entre les gens. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Dans ce podcast, nous passons derrière le rideau pour expliquer comment et dans quelles conditions les journalistes travaillent et comment la technologie les accompagne ou les contraint. On s'est rendu compte que les rushs avaient été probablement copiés dans la nuit parce que les cartes qui contenaient les interviews des victimes d'exactions de Wagner avaient été placées de façon assez visible au sol dans la chambre d'Alexandra. Et au début, on a minimisé un peu cette intrusion. Dès le lendemain matin, on s'est regardé en disant « Non, en fait, c'est très grave, en fait, il faut partir ». Russie, Libye, Centrafrique, les terrains de travail en 2021 de Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset pendant qu'elles enquêtent sur les liens entre la milice Wagner et le pouvoir russe au plus haut niveau. Alexandra Jousset, directrice adjointe de la rédaction de CAPA, productrice de documentaires, journaliste d'investigation. Ksenia Bolchakova, reporter, réalisatrice au sein de la même agence CAPA. Toutes deux travaillent au sein de sociétés de production qui sont devenues des acteurs majeurs des médias français et internationaux en produisant des reportages TV, des séries destinées aux TV et aux plateformes. Ravi de vous accueillir. Le principe de ce podcast consiste à explorer la manière dont les journalistes exercent leur profession et dans quelles conditions. Vous avez débuté peu après les années 2000. Vous vous souvenez du premier contact sensoriel avec le journalisme? Les sens, c'est l'œil, l'oreille, une photo, une situation, une rencontre. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de journalisme ? Pour moi, c'était assez simple. Mon papa était journaliste, certes pour un média d'État qui était la Pravda et qui était totalement encarté avec le parti communiste soviétique. Mais mon père était correspondant à Paris et il m'avait emmené à l'inauguration du restaurant Jules Verne à la Tour Eiffel. Et il m'a dit « Regarde ce buffet magnifique, tu peux tout manger ». Je lui dis « Papa, c'est ça, ce métier, c'est ça le journalisme ». Il m'a dit « Pas vraiment, mais aujourd'hui, oui ». Et donc voilà, ça m'a un peu fascinée. Je me suis dit « C'est formidable, on peut avoir accès à des endroits où on n'irait jamais, on peut parler à des gens auxquels on ne parlerait jamais, sauf à exercer ce métier. » Alors l'anecdote du petit four, elle est pas géniale, mais en vrai, ça m'avait vraiment marqué à ce moment-là. Et tu as quel âge ? Je dois avoir, 5-6 ans. Très petite. Et toi, Alexandra ? Moi, d'un point de vue sensoriel, je dirais que c'est le bruit de New York. J'étais à New York en stage, en cabinet d'avocat, et je me destinais à être avocate internationale. Et j'ai découvert la ville de New York qui a été une folie pour moi, la frénésie, la fête, les gens. Mais à l'inverse, l'ennui mortel de ce métier, qui n'était pas du tout fait pour moi. J'ai un énorme respect pour les avocats et j'en garde des très très proches autour de moi. Mais j'avais envie de terrain en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est l'international. Et la façon d'aller au plus près des choses, c'est d'être journaliste. Ne croyez pas que vous soyez les seuls qui aient été influencés par leur père ou qui aient eu un échange avec leur père, parce que toutes le disent dans ce podcast, mon père. Donc il y a un podcast à faire sur les pères et les filles. D'un autre côté, moi j'ai mesuré partout, sur tous les terrains, partout où j'ai été, que les femmes émancipées, que les femmes heureuses l'étaient parce qu'elles ont eu un père important dans leur vie. Et un père qui les a soutenues, dans leur choix. On s'est toujours dit ça. Ouais, mais je suis d'accord, c'est le père qui donne la validation, l'autorisation c'est à devenir. Peut-être le résultat de notre société patriarcale finalement. C'est que quand vous avez un père libéral, vous avez aussi des filles qui sont plus émancipées. Voilà, les pères ont un rôle important à jouer vis-à-vis des filles. Ksenia, tu parlais de ton père qui était journaliste pour la Pravda, donc le journal officiel de l'URSS. En 86, vous arrivez en France, tu es petite. Vous avez eu des échanges avec lui sur la manière de faire du journalisme, c'est-à-dire journaliste de la Pravda à Paris. On se dit, il est gâté par le système. Il y a un peu de renseignement éventuellement aussi autour de ça. Il était totalement gâté par le système parce que déjà à l'époque, quand on arrive, on est encore quand même en 1986, l'URSS ne s'est pas effondrée. On a la chance de ne pas vivre dans l'enceinte de l'ambassade. Donc on a une vie beaucoup plus libre que les
diplomates soviétiques de l'époque. On peut accueillir des gens à la maison. On a aussi bien Limonov, l'écrivain qui vient dormir chez nous, que des astronautes, que des cosmonautes, comme on dit en russe, que le chef du parti communiste Zyuganov. Donc il y a vraiment une sorte de faune et de flore assez intéressante qui défile à la maison. On a eu des discussions de fond avec lui. Il y a des moments où on s'est vraiment engueulé. Le rapport aussi, tu parlais des services, mais nous à l'époque, moi j'ai 3 ans quand j'arrive en France, mais tous les mois on avait une visite de courtoisie de la DST et du KGB. Donc quelqu'un qui venait ouvertement pour voir alors comment ça se passe, est-ce que vous allez bien. Donc il y avait quand même cette ambiance, une ambiance assez particulière, avec cette notion et cette conscience, notamment chez ma mère, du fait qu'on était surveillés, écoutés, et que papa pouvait pas non plus faire tout et n'importe quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui était profondément marqué par l'idéologie communiste, qui a été traumatisé par la chute du bloc et qui s'en est jamais vraiment remis. Donc sur le journalisme, vous aviez effectivement des échanges. Il comprend ta manière aussi d'investiguer dans un pays comme la Russie. Il m'en veut un peu parce qu'il me dit tu prends des risques, résultat tu peux plus revenir au pays, à cause de toi on peut plus te voir, mais je t'admire ma fille et je suis hyper fière de toi. Donc il y a aussi cette dimension-là et qui est hyper importante pour moi. Il est là-bas, ils sont là-bas. Il est là-bas, ils sont là-bas avec maman. Des risques pour eux? Tu les exposes à quelque chose? J'espère que non. Papa, il a 88 ans, il marche quasiment plus. Enfin, je pense qu'il est assez inoffensif. Des risques, je pense que ma mère en prend plus des risques à poster des trucs sur Facebook anti-Poutine que d'avoir une fille comme moi ici à Paris, parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on produit comme contenu, que ce soit des films, que ce soit des articles, ça franchit pas le mur du son. Donc c'est pas des contenus qui sont lus par des Russes. Alexandra, pour comprendre l'origine du journalisme dans la vie de quelqu'un, est-ce qu'il y a chez toi une connexion familiale, amicale avec cette profession? Non. Comment tu commences? Je suis rentrée dans le monde du journalisme grâce à Victor Robert. Donc j'avais fait 5 ans de droit international et Sciences Po Paris. Et je sors diplômée de Sciences Po, mais j'ai pas fait l'école de journalisme. Et je vois une patronne de chaîne d'information grâce à un piston. Dont je tairai le nom. Et je lui dis, voilà, je voudrais rentrer en stage chez vous. Et elle me regarde et elle me dit, alors là, vous n'avez pas fait d'école de journalisme. Elle me dit, vous ne serez jamais journaliste. Non, déjà, je m'en suis jamais remise parce que je suis sortie en pleurs de cet entretien. Je me suis dit, qui dit à quelqu'un, vous ne serez jamais journaliste? Et donc, je suis très déprimée et je suis avec une copine qui, pour me remonter le moral, me dit, viens, on va aller boire en boîte de nuit. Et on va boire en boîte de nuit. Et là, je tombe au loin, je vois Victor Robert qui s'occupait d'une émission que j'adorais, qui s'appelait L'Effet Papillon. Et du coup, je vais le voir et je lui raconte ce qui m'arrive. Et il me dit, écoute, si tu m'envoies une lettre bien écrite, lettre de motivation, CV, je vois si je peux te prendre en stage. Et j'ai commencé la semaine d'après chez Capa. Les rémunérations de début, c'est OK ou c'est compliqué? Non, c'est un cauchemar. Moi, je sortais donc d'un master de journalisme à Sciences Po Paris, 5 ans d'études au total après le bac. Et je me suis lancée, moi, dans le journalisme télé, chaîne d'information en direct. Donc au départ, je fais un petit contrat à LCI et je suis recrutée rapidement par BFM TV, mais qui venait de se lancer. Et nous étions au minimum syndical. Le minimum syndical, c'était une sorte de grille tarifaire. Je m'en rappelle encore, mon premier salaire, c'était 1 380 € brut. Je pense que j'étais à peu près un peu aux équivalents de 1 000 €, c'est-à-dire que il n'y a pas de loyer possible à Paris. Enfin, tu ne vis pas avec 1 300 € bruts par mois. Alors des charges, ils augmentaient assez rapidement les gens qui gardaient, mais quand même, je me souviens d'avoir été choquée de me dire merde, j'ai quand même fait 5 ans d'études. Enfin là aujourd'hui, si j'avais plutôt choisi une voie professionnelle, je gagnerais 3 ou 4 fois plus. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'être mieux payée. Je me souviens, mon premier salaire chez Storybox, c'était 1 800 €. Ça, mais pour entrer sur le marché aujourd'hui, quand on est jeune journaliste, pour entrer sur le marché du travail, il y a beaucoup de sacrifices financiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a pas de Et gras. encore, nous, on a la chance, on peut le dire, d'être rentré direct avec des contrats. Moi, j'ai passé, chez Storybox, j'ai passé les 4-5 premières années de ma vie. J'ai quitté mon CDI. Je me suis dit, je suis complètement folle de quitter un CDI dans le journalisme. Alors que c'est un métier qui est en train de se précariser et que tout le monde galère pour avoir une place. Ouais. Je veux dire, c'est ça qui est le plus difficile. C'est que le plus difficile, c'est ceux qui commencent à la pige, quoi. C'est ça. Et il faut tenir financièrement pour continuer à pouvoir pratiquer ce métier. Ah non. Vous vous rencontrez dans le cadre de vos études. Quelques années plus tard, l'une appelle l'autre pour travailler sur ce sujet qui vous intrigue, cette brigade de mercenaires russes, encore très mystérieuse, sous les radars. Vous entendez ceci sur RFI.
L'ONG Reporters sans frontières demande aux autorités russes et centrafricaines de mener une enquête sérieuse et approfondie sur la mort de 3 journalistes russes en Centrafrique. Les 3 hommes, reporters, caméramans et documentaristes, ont été retrouvés morts lundi soir à Sibut, à près de 200 km au nord-est de Bangui. Ils seraient tombés dans une embuscade, mais aucune information n'a filtré sur l'identité des assaillants et leur motivation. Pourquoi vous réagissez à cette information ? Moi d'abord parce qu'un des 3 journalistes qui est assassiné, Orhan Jemal, était le mari d'une amie à Moscou. Et Orhan faisait partie de ceux qui étaient un peu rentrés dans la légende. C'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé en Tchétchénie, qui avait travaillé en Libye, où il avait pris plusieurs balles dans les bras, les jambes, qui s'en était sorti, et qui était connu pour être un mec extrêmement capé. Et apprendre qu'au bout de 3 jours de présence en Centrafrique, il a été assassiné dans la brousse, ça a été évidemment un choc. Moi, je l'ai pris vraiment par ce prisme-là, au début, cette information. Et tu appelles Alexandra ? En fait, moi, pour le coup, je m'intéressais aux sociétés militaires privées, à Eric Prince, à Blackwater. J'étais rentrée sur ce sujet par le biais de l'Afghanistan. Et j'avais entendu parler de Wagner. On en avait parlé plusieurs fois ensemble avec Ksenia, qui les avait aussi vus de loin quand elle était en Syrie. Et du coup, c'était un sujet qui nous trottait dans la tête et on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, quand on a su que ces gens étaient partis enquêter sur Wagner en Centrafrique et que là, ils étaient morts, on s'est dit, il commence vraiment à y avoir un faisceau d'indices sur la dangerosité et pourquoi abattre des journalistes qui enquêtent sur vous, ça veut dire que vous avez des choses à cacher. Une fois que vous avez ce sujet, une fois qu'on a un sujet, il faut pouvoir produire quelque chose. Est-ce que vous avez déjà l'idée de faire un 52 minutes, de faire un 80 minutes ? Comment se forme ce chemin-là et surtout, quelle est la première étape pour trouver un financement ? La première étape, c'était de trouver un diffuseur, évidemment. On travaillait, donc notre productrice, Amandine Chambellan, qui était directrice adjointe de CAPA. Quand on lui a pitché le sujet, elle a trouvé ça, tout de suite, elle a sauté sur le sujet. Elle trouvait qu'il y avait une véritable enquête à faire. Donc on savait qu'il fallait aller vite. On travaillait bien avec France Télévisions. On avait fait plusieurs documentaires avec eux. Enfin, moi, et donc ils nous connaissaient. Et donc on leur a envoyé le pitch. Ils ont dit oui tout de suite. Et on est parti tout de suite comme ça. Vous faites un budget ? On fait un budget. L'audace paye parce que on peut dire que vraiment 100% de l'argent que nous a donné France Télévisions a été dans la prod. Il n'y avait pas de marge pour la structure de production ? Ah non, il n'y avait rien. Mais il n'y avait vraiment rien parce qu'il y avait plusieurs choses. C'est que déjà, Ksenia et moi, on coûte cher. C'est-à-dire que c'est d'avoir 2 réalisatrices. C'est pas la même chose qu'une réalisatrice. Et puis, pour faire cette enquête, en fait, on a dû se déplacer. C'est-à-dire que personne ne parle au téléphone. Vous ne pouvez recruter personne au téléphone. Vous ne pouvez choper aucun document par téléphone. Donc, j'ai dû faire des allers-retours à Londres. Elle a fait des allers-retours en Russie. On est quand même parti 15 jours en Libye. Il reste quoi, 2 minutes dans le film ? Je dirais même 40 secondes. 40 secondes. Juste pour le principe, on a laissé les 40 secondes. Mais je veux dire, 15 jours en Libye, ça coûte très cher, quoi. Et il restait rien du tout. Et voilà. C'est pour ça que c'est difficile à évaluer, un budget. Je pense qu'au départ, surtout, on nous dit voilà l'enveloppe qu'on a et il va falloir rentrer dans les frais. Je pense qu'il y a un principe de réalité, on vous donne un budget et il faut essayer de rentrer dans les clous. Et encore une fois, là où Amandine a été super, c'est qu'elle nous a vraiment soutenus sur des intuitions qu'on pouvait avoir, des envies de parler à telle ou telle personne. Elle pouvait s'asseoir et puis nous regarder droit dans les yeux avec Alexandra en disant les filles, je pense que cette interview n'est pas nécessaire. Et nous, on était dans un état d'hystérie dans cette enquête qui était très prenante, qui était hyper importante pour nous et on était sûrs de notre d'avoir raison. On disait, nous, on pense qu'il faut la faire. Et juste pour aller dans notre sens, pour nous calmer, elle nous disait vous allez la faire. Mais vous allez voir qu'au final, elle ne sera pas dans le film, elle ne sera pas au montage. Évidemment, elle avait raison. C'est intéressant ce travail d'échange justement avec la production, avec la productrice, parce que ça me fait penser à l'édition. Un éditeur va échanger avec l'auteur, et là, c'est la même chose. Pour vous, vous avez besoin d'avoir ce référent qui est la tête froide. Exactement, qui est la tête froide et qui est la personne qui a le regard neuf sur le sujet. Vous, quand vous êtes en plein de votre enquête, vous avez un peu cette image j'allais dire hystérique, je veux dire comme dans Homeland. D'euphorie. D'euphorie, vous êtes là à tirer vos fils partout, vous sortez, vous avez l'impression que chaque piste est essentielle et il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait du recul et qui vous dise non, donc là on se perd. On va écouter un extrait de votre documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Je m'appelle Marat. Je suis un ancien militaire. En 2015, j'ai été engagé par la société militaire privée Wagner.
D'entrée de jeu, on nous a dit ouvertement. Ce travail implique entre autres de prendre part à des combats. Et les actions militaires, c'est des blessures, des traumas et une forte probabilité de mort. Ils nous ont bien dit de nous décider maintenant, car une fois sur le terrain, il n'y a pas de retour en arrière. On est là dans le paramilitaire, on est chez les barbouzes, on est dans le plus sale des affrontements internationaux. Qu'est-ce que deux femmes viennent faire sur le terrain de la guerre ? Qu'est-ce qui vous attire ? Alexandra, tu passais par l'Institut des hautes études de défense nationale. Quelle idée ? Non, quand on s'intéresse à la géopolitique, à la guerre, au conflit, c'est intéressant d'aller passer un an avec des militaires pour voir quelle est leur perspective sur ces sujets. Le gris, c'est là ce qu'il y a de plus passionnant. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on a beaucoup de mal à enquêter. Forcément, c'est dans ces zones grises, c'est dans ces zones un peu sales, c'est dans le mensonge qu'il faut aller trouver la vérité. Donc, on s'oriente aussi dans ces enquêtes-là parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à cacher. Mais ça casse un stéréotype, c'est-à-dire les femmes dans ces milieux paramilitaires, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a et c'est plus un sujet. Sur la méthode, la manière dont vous fonctionnez toutes les deux, vous dites en Libye, vous étiez toutes les deux, par exemple, il y a des situations de tension. Est-ce que vous vous fixez une limite en vous disant, là, je capte qu'il y a un danger, on part ? En théorie, oui, mais en pratique, dès qu'il y a le danger, on se dit c'est là qu'il va y avoir les trucs les plus intéressants, donc on n'a pas toujours obéi à nos propres règles. Je ne sais pas si on va rentrer dans le détail. Non, mais c'est quand même l'avantage d'être deux, franchement, d'être avec quelqu'un en qui vous avez immensément confiance aussi. C'est que vous discutez de tout ça en permanence. On discute vraiment de tout le temps. Et le fait d'être deux, c'est vraiment un garde-fou, je trouve. Et s'il y en a une qui dit c'est la limite absolue, on s'en va. Mais moi, je veux bien une situation qui illustre ça, ce moment où on réfléchit à deux, on se dit, on reste, on part, jusqu'où le risque ? Bah non, enfin, il y a eu quand même un moment en Centrafrique qui a été très tendu et... mais on s'est dit toutes les deux qu'on partait. On s'est dit toutes les deux qu'on partait, mais non, au début, je n'étais pas vraiment cru aussi quand tambouriné à ma porte à 8h du matin en disant il faut qu'on parte, parce que nos chambres avaient été fouillées et on s'est rendu compte que les rushs avaient été probablement copiés dans la nuit parce que les cartes qui contenaient les interviews des victimes d'exactions de Wagner avaient été placées de façon assez visible au sol dans la chambre d'Alexandra. Et au début, on a minimisé un peu cette intrusion. Voilà, dès le lendemain matin, ou même dès le soir même, je ne sais plus si c'est le soir même, je crois. On s'est regardé en disant non, en fait, c'est très grave, en fait, il faut partir. Mais parce que ils se rapprochaient de nous. Ce que je veux dire, c'est qu'on les avait vus les premiers jours qu'ils nous prenaient en photo, on les avait vus qu'ils faisaient voler des drones au-dessus de notre chambre, on les avait vus, et puis petit à petit, on sentait qu'ils se rapprochaient. Donc, jusqu'à l'intrusion, ouais. Oui, donc à un moment, on se dit... Vous êtes en Centrafrique ? Vous dites, vous logez à l'hôtel déjà, donc il faut trouver un hôtel. Vous avez laissé donc votre matériel dans la chambre d'hôtel, parce qu'on peut aussi l'emporter avec soi en se disant je prends tous mes bagages, je prends tout et je garde, parce qu'évidemment, là, ce sont des cartes mémoire. Avant, c'était des cassettes et on savait que les autorités pouvaient aussi chercher des informations dans les chambres de journalistes. Vous aviez pris la décision de laisser dans cette chambre d'hôtel. C'est compliqué. On faisait 3 copies, c'est-à-dire que moi, j'avais sur moi, sur une banane qui collait à mon ventre, tous les rushs, tous les jours, je sortais systématiquement avec. Après, il y avait une deuxième copie. C'est-à-dire que dans le cas où on imagine plusieurs hypothèses, on se dit, ils vont aller fouiller nos chambres, ils vont trouver les rushs, on n'a plus de rushs, on n'a plus rien. Je me fais arrêter, le tout est sur moi, les mecs détruisent les rushs, celui qui reste dans la chambre d'hôtel n'a plus rien. Donc on a décidé, justement après de longues discussions, on s'est dit il faut au moins 2 ou 3 copies, à minima 2. Donc une partie des rushs qui sera toujours sur mon ventre, dans une petite banane, toutes les cartes qui seront cachées sous mes vêtements, et la deuxième partie des rushs sur des cartes cachées, mais bien cachées dans la chambre d'Alexandra. Et c'est pour ça qu'on a eu très très peur aussi quand les cartes dans la chambre ont été retrouvées, parce qu'elles n'étaient pas visibles, elles n'étaient pas posées sur le bureau. Je les avais cachées sous le tiroir de ma table de nuit, scotchées avec un scotch particulier et dans un ordre particulier pour savoir si elles étaient descotchées ou rescotchées, si elles étaient bien remises au même endroit. Donc on avait fait bien attention. Et on prenait une photo de la façon dont c'était scotché pour être vérifié après qu'il n'y avait pas que c'était pas scotché de manière aléatoire après. Non, pour la petite anecdote, chaque carte, on les pliait dans un post-it de couleurs différentes.
post-it qui se repliaient sur la carte. Avec le scotch, on collait ça sous le double fond du tiroir de la commode de la chambre d'Alexandra. Donc non, c'était pas quelque chose d'irréfléchi. Mais pour aller en Centrafrique, vous avez besoin d'un visa. Oui. Ouais. À partir du moment où vous demandez le visa à l'ambassade, vous êtes tracé. Alors, notre demande était assez large. On faisait un documentaire, c'était Centrafrique-France, regard croisé. Oui, c'était passé-présent, passé-présent, regard croisé. C'était vaste, c'était pas précis comme demande, mais bon, oui, de toutes les manières, la Centrafrique est contrôlée par Wagner. Surtout au moment où on y était à ce moment-là, c'était totalement contrôlé, ils avaient main mise sur le gouvernement. Donc, on savait que des journalistes de France Télévisions qui venaient allaient être surveillés, c'était évident. Mais la question était à quel degré, qu'est-ce qu'on pouvait faire et tout. Et donc, aujourd'hui, on avait mis vraiment beaucoup de précautions. Combien de temps entre le moment où vous présentez le dossier à France Télévisions et le moment où le documentaire est finalisé, monté, prêt à diffuser? 15 mois. Combien d'heures de rush? Beaucoup. Je me souviens plus. Impossible. Énormément. Je pourrais pas vous dire. Il y a une légende qui dit qu'il faut 1 heure de rush pour 1 minute montée. Je pense qu'on était à peu près là. Aucune 80 heures? Facile. Franchement, j'ai plus aucune idée. Facile, il y a eu des interviews de 7-8 heures. Donc, quand tu fais des interviews et des entretiens qui durent entre 5 et 8 heures avec un personnage, oui. Et de ce fait, combien de temps de montage? Ah, ça, on sait. 9 semaines de montage. 9 semaines, et je crois qu'on a excédé, on a eu 10 semaines en tout de montage. Xenia, toi, tu as choisi la caméra aussi. Comment ça te vient, ce goût pour l'image, pour la caméra? Est-ce que c'est parce que c'est un outil qui te permet d'être totalement autonome, ou il y a vraiment une attirance pour l'image, pour la réalisation de l'image? Il y a vraiment les deux. Moi, au départ, je faisais beaucoup de photos. De mes 14 ans à mes 25, j'ai fait énormément de photographies, mais argentiques. J'avais mon labo, je développais, j'aimais beaucoup ça. En revanche, à l'école, j'avais pris une spécialité télé, mais en tant que rédactrice. J'avais pas du tout appris à manier la caméra. Je l'ai vraiment prise en main quand je débarque à Moscou comme correspondante en 2010, parce que je me rends compte que je suis précaire et que j'ai pas les moyens de me payer un chef-op. Donc c'est très simple, c'est-à-dire que j'adore l'image, j'ai le goût pour l'image, mais je suis et je ne sais pas filmer à ce moment-là du tout. Donc je m'achète une caméra et je me suis fait la main comme ça. J'ai commencé à tourner sans formation aucune. Porter une caméra, rapporter une image, c'est évidemment avoir un regard, avoir le sens du cadre. Comment tu t'es éduqué? Comment tu as fait ton éducation? Est-ce que c'est en regardant les plans des autres dans le documentaire? Est-ce que ce sont des plans de cinéma où on se dit, tiens, là, il y a une idée, je me l'accapare? On va pas se mentir, les premières années où je tourne, c'est catastrophique. Les images sont vraiment, c'est juste service minimum, mais parce que j'étais aussi j'ai fait quand même 12 ans de news. Donc l'idée, c'était pas de soigner l'image, c'était juste d'avoir une image. Et on s'en foutait un peu de la qualité. Et je pense que vraiment ce travail d'essayer de réfléchir à un cadre, c'est aussi grâce à Alexandra que j'ai commencé à le faire, parce qu'elle m'avait embarqué sous son aile pour tourner un de ses documentaires en 2015. J'avais une pression dingue parce qu'on me disait il faut que l'image soit belle. Donc c'est là où j'ai commencé un peu à me dire bon, c'est pas seulement faire une image, il faut aussi qu'il y ait du sens, il faut que le cadre ait du sens. Et à partir de là, j'avais commencé une réflexion un petit peu plus proche du documentaire. Mais avant, pendant toutes les années de télé, news, c'est pas vraiment le souci. Alors moi, la différence de Xenia, c'est que je suis vraiment pas douée à l'image. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont un talent et quelque chose pour ça. Mais d'un autre côté, le réalisateur, et je pense que c'est très important aussi, doit vraiment s'intéresser et avoir un œil pour ça. Moi, je le vois maintenant que je suis productrice. Il y a des gens qui veulent être réalisateurs de documentaires, mais en fait, qui sont journalistes et qui sont pas réalisateurs. Et c'est un énorme problème. Parce qu'en fait, il faut imaginer son récit. Il faut avoir l'idée de la narration. Il faut avoir l'idée de la narration. Et puis, il faut avoir l'idée de la narration et de l'image. Et en fait, un très bon chef opérateur peut vous rapporter, surtout quand c'est quelqu'un dans des situations compliquées qui est capable de faire des beaux cadres. Mais si vous-même, en fait, vous l'avez pas irrigué de votre récit, si vous-même, vous n'avez pas imaginé quelles étaient les personnes qui vont raconter, quel est le rôle qu'ils vont jouer, qu'est-ce que vous avez envie de raconter avec chaque image. L'intention. Et en fait, vous pouvez avoir des plans maintenant très beaux, surtout avec des caméras maintenant qui ont des profondeurs de champ, qui font des choses magnifiques, mais qui racontent pas grand-chose. Voilà, ce rapport à l'image est quand même très important quand on fait du documentaire, c'est une évidence. C'est pas une évidence pour tout le monde, c'est important de le dire. C'est pas une évidence, et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on travaille en binôme, pour le coup, c'est moi qui, dès qu'on fait des films ensemble, c'est moi qui tourne, mais Alexandra a vraiment des envies, un regard,
un avis sur l'image. Et on en discute. C'est-à-dire que c'est des choses dont on parle en amont. Comment est-ce qu'on filme cette scène ? Comment on va se filmer tel ou tel personnage ? Parfois, on a des gros ratés. On a eu des très gros ratés. On a eu des très gros ratés, mais on s'est dit, bon, comment toutes les deux... on a appris. Avec Wagner, on a appris... Non, mais pardon, je pense que c'est très important parce que toutes les deux, c'était la première fois, c'était la mode où, vous savez, des interviews posées comme ça, éclairé. Nous, on vient pas du tout de l'école, on n'a pas fait Louis Lumière. Enfin, vraiment, on n'y connaît rien à la lumière. On est partis toutes les deux avec des valises lumière. Mais on a fait des ratés, vous imaginez pas ce que c'était moche. Alors que les caméras sont hyper sensibles aujourd'hui. On a des copains chef-op et tout. Heureusement, ils nous ont aidés derrière. On regardait des tutos sur YouTube en disant, attends, comment est-ce qu'on va faire ? Et on a appris à marcher en marchant, quoi, vraiment. Hein. Mais on progresse à chaque film. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, on apprend à chaque étape et c'est ça qui est de marrant aussi. J'en reviens à Wagner, qui est une fabrique à trolls, et c'est un aspect important de ce podcast, c'est-à-dire raconter aussi quelles sont les conséquences de l'exercice de cette profession. Vous avez été ciblé par des attaques sur les réseaux, peut-être à vos domiciles. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet aspect rapidement ? J'ai été ce qu'on appelle trollée dans le jargon, sur l'équivalent du Facebook russe Contact et sur tous les réseaux. Donc, avec mon nom, mon prénom, ma gueule, c'est-à-dire des multiples photos. Enfin, c'est des choses qui peuvent après amener à d'autres campagnes de dénigrement, de désinformation. Et c'est ça surtout le danger, en fait. C'était ça. Et aussi à décrédibiliser le travail. Parce que le but de ces opérations-là, c'est juste de dire, en fait, il va y avoir un film qui va sortir, qui est un gros film d'investigation, mais vous ne pouvez pas faire confiance à la journaliste parce qu'elle est méchante, parce qu'elle est mauvaise, parce que c'est une espionne et parce qu'en fait, elle n'est pas journaliste. Et le but de ça, c'est juste de dire, c'est d'essayer de casser, avant qu'une investigation sorte, le sérieux du propos journalistique qui va être publié. Donc, c'était tout le but de cette opération de dénigrement. Est-ce que vous pensez que ce documentaire a circulé en Russie ? Est-ce qu'il a été vu ? Est-ce qu'il y a des réseaux pour... aujourd'hui, ça se fait à travers, évidemment, Internet, mais est-ce que les Russes peuvent avoir accès à ce type de travail ? À une autre vérité ou à d'autres sources que celles qu'on leur sert en Russie ? Alors, à l'époque où le film sort, c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, 90% des VPN sont interdits. Moi, j'essaie d'appeler mes parents, par exemple, WhatsApp, ça ne marche plus, Telegram ne marche plus, Signal ne marche plus. Il y a de plus en plus de murs comme ça qui isolent ce qu'on appelle en Russie l'Internet souverain russe du monde extérieur. Donc l'accès à une information équilibrée ou différente est de plus en plus difficile. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même le contexte, c'est que le documentaire est sorti le 20 février 2022. C'était 4 jours avant la guerre. Et que ça soit chez Wagner ou que ça soit au Kremlin, je pense que ce travail n'a pas eu un impact... n'a pas eu un grand impact, en tout cas auprès des autorités russes, pour la simple et bonne raison qu'ils rentraient en guerre et qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Enfin, moi, c'est vraiment ma théorie. Il faut du cran pour réaliser ce type de documentaire, il faut du cran pour le produire, il faut aussi du cran pour le diffuser. Est-ce que c'est le service public qui remplit cette mission-là et qui a cette audace-là ? Oui. Quand on voit les rapports de la Cour des comptes, quand on voit les attaques sur le service public, on est évidemment très effrayé. Moi, je suis très effrayée parce que qui fait de l'investigation à part le service public ? Je veux dire, à part France Télévisions et Arte, plus personne. Quand on a commencé, Canal faisait de l'investigation, TF1 faisait de l'investigation, il y en avait encore un peu sur M6. Pourquoi n'en font-ils plus ? Ça coûte très cher. Ça coûte très cher et puis ça dérange. Donc, je veux dire, c'est quand même que des emmerdes pour pas énormément de bénéfices. Donc oui, je pense que, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y en a plus ailleurs que sur le service public. Est-ce que c'est la même chose dans l'ensemble des pays européens ? Oui, il y a très peu de fenêtres de diffusion pour l'investigation. C'est une évidence. Enfin, quand je regarde, j'essaie de réfléchir en même temps sur le marché. Là, par exemple, il y a une initiative des diffuseurs européens qui s'appelle le EBU, le European Broadcast Union, où en fait ils vont financer ensemble en commun des films. Je pense que c'est un des derniers endroits où vous pouvez aller pour pitcher, essayer de lever de l'argent pour des investigations qui d'ailleurs paradoxalement marchent bien sur les chaînes publiques. Il y a une vraie demande d'investigation. Donc voilà, je pense que c'est plus pour des intérêts économiques en fait. Non mais l'enquête fonctionne super bien et même à l'international quand on regarde des films, les grands
film oscarisé, je pense même au Navalny par exemple, c'est l'histoire d'une enquête sur qui l'a empoisonné, parce qu'il y a un côté Sherlock Holmes, parce qu'il y a un côté parce que c'est de l'information. Parce que c'est de l'information, et puis c'est la découverte d'une vérité cachée, c'est forcément très excitant, la plupart du temps ça cartonne. Et le problème c'est ça, c'est le temps long, c'est que ça prend du temps de faire des enquêtes. On le voit aussi bien d'ailleurs en télévision que dans l'édition ou en presse écrite. Vous pouvez nous donner une fourchette de budget pour un film de 52 minutes ? Le problème de l'investigation, en vrai, c'est que ça coûte beaucoup plus cher que ce que les chaînes nous donnent. Donc, combien est-ce que les chaînes nous donnent ? Ça varie entre 170 000 et 240 000 euros. Il y a le CNC qui est très important, le crédit d'impôt, donc qui vous permet de faire des films. Et puis ensuite, il y a les ventes à l'international. Mais les ventes à l'international, vous ne savez jamais vraiment combien vous allez faire. Les coûts sont en hausse, les coûts de fabrication, tous les coûts. Donc évidemment, les coûts des matériels, mais aussi des gens. Il y a une inflation qui est importante. Les programmes ont tendance à baisser l'argent qu'ils nous donnent. Et il y a de plus en plus de compétition sur le marché entre les différentes sociétés de production. Combien, à peu près, de sociétés de production aujourd'hui ? J'ai pas de chiffres en France, mais dernièrement, j'ai eu une présentation pour raconter ça qui était assez intéressante. Il y a 10 ans, il y avait à peu près 50 sociétés de production en Angleterre. Aujourd'hui, il y en a 175. Et pourquoi cette multiplication ? Parce que tout le monde pense qu'on peut faire du documentaire ou... Parce que tout le monde pense qu'on peut faire du documentaire, parce qu'il y a les plateformes qui sont arrivées. Donc en fait, tout le monde a envie de produire pour les plateformes, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au genre documentaire. Et tant mieux, on voit aussi que ça marche bien. Et donc évidemment, il y a de plus en plus de gens qui veulent en faire. Est-ce que ces plateformes ont un cahier des charges très précis ? Est-ce qu'elles ont un droit de regard sur le contenu ? Ma question plus directe, sont-elles interventionnistes versus le service public français qui, par exemple, serait plus respectueux ? Alors oui, d'un autre côté, les plateformes on est en production exécutive. C'est très important parce que c'est pas du tout la même chose que la production déléguée. La production exécutive, c'est que vous exécutez, mais c'est eux qui ont les droits. C'est eux qui ont la responsabilité du contenu final. Donc, c'est même plus le mot interventionniste. C'est que c'est eux qui valident les choix d'équipe, c'est eux qui valident les choix éditoriaux, c'est eux qui valident tout. Les chefs de poste, absolument tout. C'est-à-dire même le nom du chef électro et du chef tout doit déco être validé. Tout va être validé par la plateforme. Alors que quand vous êtes en production déléguée pour des chaînes publiques, non, évidemment. C'est-à-dire que vous arrivez, vous leur vendez un documentaire sur lequel vous vous mettez d'accord. Hein. On écrit beaucoup. C'est des lourds dossiers. Il y a des dossiers de rendu développement qui font 80-90 pages. Donc, ils n'achètent pas une idée. Hein. Ils achètent quelque chose d'extrêmement concret. Et puis ensuite, ils sont avec nous à de nombreuses étapes, à la fin de l'enquête, au début du tournage. Et ils viennent valider le film. Et il y a des modifications sur le... Mais c'est sûr que c'est pas du tout le même niveau d'interventionnisme que sur des plateformes où on est en production exécutive. On parle dans ce podcast aussi des évolutions technologiques. Il y a une révolution qui est en cours. Est-ce qu'elle va permettre de réduire les coûts et que va-t-elle aussi apporter comme changement dans la production, la réalisation de documentaires ? On en parlait déjà en 2023. Elle explose en 2025. Écoutez cette archive, c'était le 4 janvier 2023 sur France 2. Un bouleversement sur nos écrans. Et si notre ordinateur était capable d'être journaliste, avocat ou d'écrire un roman ? Il y a quelques semaines, l'intelligence artificielle a connu une révolution. Son nom, ChatGPT. Est-ce que c'est votre nouvel ami, ChatGPT ? Un peu trop pour moi. Non, ChatGPT, évidemment, on l'utilise, c'est une certitude. Parce que déjà, c'est un formidable assistant. C'est-à-dire de la traduction. Mais maintenant, nous, ce qui est important, c'est que c'est plus ChatGPT notre révolution. La révolution, c'est comment est-ce qu'on utilise l'IA dans nos productions. Absolument. Voilà. Et alors, comment faites-vous ? Là, on travaille sur un projet où on va utiliser l'intelligence artificielle pour générer des images. Donc c'est une IA qui génère des images que vous lui demandez. Qu'on va intégrer dans la série documentaire sur laquelle on travaille en ce moment. Et c'est avec une charte éthique qu'on écrit entre nous, c'est-à-dire moi... Avec les plateformes. Avec la plateforme, c'est-à-dire que tout est évidemment validé. On n'utilise pas l'IA en cachette du diffuseur. Et dans un usage extrêmement restreint et précis. C'est-à-dire que... Lequel ? On va générer des scènes qui sont impossibles à tourner.
ou par exemple des images qu'on peut faire en 3D, en animation, qu'on pourrait faire en 3D ou en animation, mais ça coûterait énormément d'argent. Par exemple, une caméra qui survole une grande gare, et la caméra va descendre vers un train, et au lieu de s'arrêter au niveau du train, elle va rentrer par le toit du wagon, à l'intérieur du wagon, faire des tours dans le wagon, et puis ressortir au niveau de la fenêtre du passager qui est assis en place 72. Et pourquoi vous en avez besoin dans le récit ? Dans le projet sur lequel on travaille, ça apportera quelque chose. C'est-à-dire, c'est aussi un choix de réalisation. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'avoir ces images un peu vertigineuses. Ça ouvre des portes fabuleuses de se dire qu'il y a des plans qu'on pourrait voir dans Dune, enfin, je veux dire dans des super productions américaines. Mission Impossible. Dans Mission Impossible, très bon exemple, ou dans des super productions en tout cas américaines, et que tout d'un coup on pourrait faire. Alors maintenant, on apprend aussi que ça a un coût, parce que c'est pas nous, derrière notre ordinateur, qui promptons, c'est des gens qui sont spécialistes, c'est des gens qui sont formés à ça. Donc il y a de l'emploi derrière cet usage. Il y a de l'emploi. Il y a de plus en plus de studios. Il y a des studios qui sont en train de se créer, il y a des gens qui savent faire ça, il y a de la correction manuelle des plans, parce que en fait, l'IA génère, il y a des problèmes, il y a des incorrects, il y a des choses qui se passent dans l'IA, il faut modifier ça. Donc il y a des gens qui apprennent à corriger cette IA. Nous, on est incapable de le faire, et en fait, on se rend compte que il y a des nouveaux emplois qui sont créés là-dessus. Effectivement, la question de l'emploi est essentielle quand on est producteur, c'est-à-dire ne pas faire faire à l'IA quelque chose qu'on pourrait faire faire à d'autres gens. Mais aussi, on voit que c'est le sens de l'IA, c'est de faire faire par l'IA ce qu'on peut faire faire par d'autres gens. Oui, c'est le sens de l'IA, oui et non, parce que par exemple, l'IA, il y a des gens. C'est ça aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une option de facilité où on se dit tiens, je demande à ChatGPT de me générer 10 minutes de mon film. C'est un énorme débat qu'on a tous en interne. Vous n'imaginez pas le nombre de réunions qu'on a là-dessus. Moi, je suis un peu dans la position des gens qui disent en 2000, on peut se dire qu'on peut faire ses recherches en dehors de Google, mais enfin en 2010, vous ne vous posez plus la question, quoi. Donc aujourd'hui, je me dis, on peut avoir ces débats autant qu'on veut. C'est très important de les encadrer. C'est très important de prévenir le public qu'on utilise l'intelligence artificielle. Il y a énormément de choses à mettre en place. Mais aujourd'hui, se dire, on va faire sans intelligence artificielle, pour moi, c'est du niveau de Gutenberg et l'imprimerie de la révolution qu'on est en train de vivre. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on dit que le documentaire, c'est le cinéma du réel. Et là, on décolle du réel, puisqu'on invente un réel. On se base quand même sur le réel. On est dans le documentaire, donc les gens qui nous parlent dans le documentaire sont des vraies personnes. Donc voilà, il y a des limites et des cadres, en tout cas, qu'on établit en amont. Et je pense que c'est très important, effectivement, de les poser très en amont et de les respecter jusqu'au bout. Pour conclure cet entretien, quelques questions rapides. Un son qui, pour vous, évoque le journalisme? La voix d'Hervé Brusini. Alexandra? J'écoute les matinales, donc les jingles des matinales. Un objet? La caméra. Ouais. Pour les deux? Tout pareil, ouais. Bah oui, bien ça, sûr. c'est sûr. Ah oui, clairement. Un vêtement? Mon treillis militaire préféré. Enfin, j'en ai plusieurs, en fait, que je mets systématiquement au tournage, qui sont un petit peu... Je n'ai pas de vêtements de tournage. Si. Oui, j'ai mes vêtements moches de tournage. C'est ça. Effectivement, il faut dire qu'en tournage, je suis pas vraiment habillée comme je suis habillée à Paris. Il y a une forme de déguisement. Mais en fait, c'est pas un déguisement, c'est que, pour le coup, on en revient en fait d'être femme. C'est que quand vous êtes dans des zones qui sont un peu compliquées, vous n'avez pas envie d'attirer les regards sur vous. Donc, typiquement, au moment où je vous parle, j'ai un pull rose fuchsia. Je ne mettrai jamais ça en tournage. Donc, c'est des vêtements sombres, c'est des vêtements amples. Et généralement, c'est pas des vêtements de grande marque parce que, comme vous roulez quand même pas mal par terre, dans la boue, dans la poussière, que vous avez chaud, que vous avez froid, vous n'avez pas envie d'abîmer vos beaux vêtements. Si c'était à refaire? Ah bon, on refait tout. Tout. Ah non, je ne changerai absolument rien. Ouais, c'est pareil. Pareil. Pas de regret. Merci Alexandra, merci Xenia pour ce moment de partage. Merci. Merci à vous. Merci à celles et ceux qui ont accompagné ce podcast. Un salut amical à tous les Albert Londres, à nos jurés qui font un travail immense pour révéler chaque année de nouveaux talents et un grand merci à la SCAM pour son soutien. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et Lina. Montage et mixage Laurent Thomas, prise de son Axel Poulet, musique originale Mathias Reyes Detmer,
Documentaliste Ina, Pascal Aubaret, Séverine Duchamp. Production Florence Daucher, Joséphine Schroeder, Emmanuel Goubert, Laetitia Fourmont, Claire Mainfroy, Anaëlle Mekiès. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast au pluriel.ina.fr.